Grenelle de la mer, donc Grenelle de l'environnement, tout le monde connaît. On s'est aperçu en cours de route qu'on avait un petit peu parlé de la mer au Grenelle de l'environnement, mais pas assez. Les Français ont la bonne caractéristique de tourner le dos à l'océan en général. Hein. Peut-être pas trop ici, mais dans l'ensemble, bien que nous soyons la deuxième nation maritime du monde en surface, grâce essentiellement au territoire d'outre-mer. Donc, il a paru intéressant de remettre tous les acteurs grenelliens autour de la table sur le sujet précis de la mer. Alors, comment ça se passe? La méthodologie elle-même du Grenelle, elle est extrêmement puissante. On met à égalité l'État, les élus, les scientifiques, les employeurs, les salariés, les ONG. On met tout ce petit monde dans un shaker pendant un temps relativement court. Pour nous, c'était entre mars et juin 2009. Et puis carte blanche pour débusquer les problèmes et inventer les solutions et surtout partager ces solutions. Donc 4 commissions, vous l'avez dit, moi sous ce très joli nom, c'était en fait toute la question du littoral qui nous intéressait. Une commission qui s'est intéressée aux ressources et aux activités de l'homme en mer, une commission qui s'intéressait à l'éducation et à la sécurité, et puis une dernière pour la gouvernance nationale et internationale. Au final, au mois de juin 2009, un livre bleu que vous devez encore trouver sur Internet d'ailleurs, des engagements du Grenelle de la mer qui comprend 138 propositions, qui sont les propositions consensuelles qui ont émané de l'ensemble des groupes. On était à peu près 50 par groupe. Alors, c'est très bien, c'est très beau. On a eu un discours formidable du président de la République disant « tout va changer », voilà. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, un peu plus de 2 ans après ? Donc, a priori, il y avait des déclinaisons ensuite. Chaque proposition était reprise dans un groupe de travail qui devait un peu regarder qu'est-ce qu'il fallait proposer comme texte de loi, qu'est-ce qu'il fallait mettre comme finance, qui il fallait bouger, etc. Qu'est-ce qu'il en reste? J'allais dire, c'est un peu comme dans le Grenelle de l'environnement. Un certain nombre de choses, et puis beaucoup de pistes qui ont été soulevées, beaucoup d'engagements qui, pour l'instant, sont encore un peu inaboutis. Alors, je ne vais pas reprendre les 138, mais je vais prendre quelques exemples. Il y a eu une chose intéressante, c'est que tout le monde a dit on a un besoin abyssal de connaissances sur la mer. On n'y connaît rien. Non seulement on a besoin de connaissances, mais on a besoin de partager cette connaissance avec l'ensemble des acteurs. Alors ça avance un peu. Il y a actuellement, pour 2012, tout un effort qui s'appelle Stratégie pour le milieu marin, qui consiste à faire un premier état écologique du milieu marin et à construire un certain nombre de propositions par la suite pour garantir de cet état écologique, ce bon état écologique. Bon, ça, c'est pas seulement le Grenelle, c'est aussi une décision européenne. Donc, ce travail est en marche, c'est un travail très lourd. Disons que le Grenelle a donné un coup de pouce pour que nous remplissions nos engagements européens sur cette question de l'état environnemental. Par contre, côté mutualisation, je dirais là, il y a encore bien à faire. Hein. On a encore les pêcheurs qui savent des choses dans leur coin, les élus ou les gens du littoral qui en savent peut-être d'autres, les scientifiques, tout ça, ça ne fonctionne pas encore très bien ensemble. Il y a un autre domaine très important sur lequel l'engagement a été vraiment fort, c'est les aires marines protégées. Donc les aires marines protégées, ça regroupe tout, ça peut être des parcs marins, ça peut être des zones diverses et variées, des SNIEF, enfin, il y a tout un tas d'appellations. L'objectif, c'était 10% d'aires marines protégées sur notre territoire en 2012 et 20% en 2020. Et dans ces 20%, la moitié en réserve, c'est-à-dire la moitié complètement, on va dire, sous cloche. Alors ça, on va être un peu en retard, mais ça a quand même donné un gros coup de pouce. Et on voit aujourd'hui, il y a des parcs marins qui sont arrivés à maturité, qui ont commencé. Je pense à celui des Glorieuses, je pense à celui de Mayotte. Il y en a qui sont en bonne voie, celui des Pertuis charentais, celui de la Manche. Donc là, on sent que ça bouge. Ça bouge, on sera un petit peu en retard, mais ça va le faire, comme on dit. Il y a une question extrêmement importante, qui est la question de la pêche, plutôt de la surpêche. Vous savez que sur le territoire de l'Europe, on est environ à 80-85% d'espèces qui sont surexploitées. La question de la pêche, elle était un petit peu passée sous le tapis. Il n'y avait pas formellement la commission qui s'occupait des activités en mer. Elle a un peu abordé les choses, mais elle n'a pas été vraiment jusqu'au fond. Si ce n'est pour prendre une décision intéressante, c'est d'essayer à minima de créer 6 zones dans lesquelles on allait essayer d'inventer une autre gestion des pêcheries, à la fois plus locale, plus régionale, en associant les pêcheurs avec leurs zones de pêche, mais aussi les autres acteurs,
de la filière de distribution et de transformation, les consommateurs, les scientifiques, les pouvoirs publics, et de faire en sorte de faire des unités de gestion qui permettent d'essayer de construire ensemble un avenir durable pour ces pêcheries. Alors ça, c'était un bon pas en avant. Seul petit souci, c'est que comme ça demande un peu de sous et que pour l'instant, il n'y en a pas, il y a des collectivités de pêche qui sont volontaires pour y aller. Les Guyanais sont très chauds, les gens de la pêche langoustine du Sud-Bretagne, des gens en Méditerranée. Mais pour l'instant, on est encore un peu... voilà, on ne s'est pas encore très avancé. Là où on n'a vraiment pas été au bout des choses, c'est sur la question du thon rouge, où on avait promis monts et merveilles, entre autres l'inscription à la CITES pour protéger cette espèce, et la protection des grands fonds, où il avait été acté que normalement on devait construire un moratoire, et là malheureusement on en est loin. Sur la question des pollutions aussi, 80% de la pollution marine, elle vient de la terre. Donc là aussi, il a été acté des choses intéressantes, de réduire de 40% en 2014 les effluents polluants qui viennent de la terre, c'est un engagement très fort. Oh, bah, ça progresse doucement, à mon avis, on ne sera pas au rendez-vous, mais ça peut peut-être un peu pousser les choses, peut-être un peu accélérer les choses. On commence à voir qu'à chaque fois, en gros, les engagements formels qui ont été pris ne seront pas tenus, mais il y en a quand même un certain nombre où ça remet les choses sur le tapis, ça oblige les gens après, localement, régionalement et même nationalement, à prendre un petit peu les choses en main. Sur la question de l'aménagement du territoire littoral, qui est un gros problème, c'est que les communes littorales sont 2,5 fois plus habitées que les communes de l'ensemble du territoire français. Une pression urbaine, une pression anthropique extrêmement forte. Premier point du Grenelle de la mer, dire défense absolue de la loi littorale. Là, il y a encore des petits soucis. On voit encore un certain nombre de gens dire oui, mais moi, c'est pas pareil, oui, mais je veux une dérogation. Et quelque chose qui est important, qui est un tout petit peu technique, c'est qu'on a aujourd'hui des structures de réflexion d'aménagement qui s'appellent les SCOT. Et il a été demandé que l'ensemble des communes littorales aient un versant maritime. C'est-à-dire qu'on ait une conception du développement maritime quand on est une commune littorale. Ça paraît évident et pourtant c'est rarement le cas. Donc ça va dans le bon sens et ça va se faire. Le petit souci qu'on a, c'est que ces schémas d'aménagement, ces SCOT, n'ont pas été reconnus comme opposables, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas force de loi par rapport aux différents projets d'aménagement. Et ça, c'est un peu embêtant, c'est un résultat du Grenelle, des lois Grenelle de l'environnement, parce que ça veut dire que c'est indicatif, et puis que, après, ma foi, on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc, vous voyez un peu que, voilà, on est toujours sur le même principe. Il y a un autre point sur lequel les choses ont bien avancé quand même, et c'est assez intéressant, c'est la question des énergies venues de la mer. C'est vrai qu'on sait que l'océan est une source fabuleuse d'énergie. Il y a beaucoup trop d'énergie dans l'océan pour qu'on soit seulement capable de l'utiliser entièrement. Donc, il y a eu là des projets intéressants et l'État a bien soutenu. D'abord, d'éclaircir un peu le terrain juridique. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire en mer et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, dans quelles conditions? Comment est-ce que là aussi on met les acteurs autour de la table pour qu'une implantation en mer, elle soit acceptée par tout le monde et qu'elle ne gêne pas les autres activités? Faire un premier plan en particulier pour les éoliennes en mer. Vous savez que ça a été récemment adopté. Donc on a fait une cartographie des endroits où il pourrait y avoir des éoliennes en mer. La question des hydroliennes, on n'en a qu'une pour l'instant qui commence à fonctionner en Bretagne Nord. Donc utiliser l'énergie de la houle, l'énergie des vagues, l'énergie des courants, là aussi, alors là, il y en a tant qu'on en veut. Mais ça demande aussi, c'est des questions juridiques essentiellement, à qui appartient le sous-sol marin quand on veut poser des turbines dessus, comment on ne gêne pas la pêche, comment on ne gêne pas les activités touristiques. Donc là, ça avance et l'État a aussi organisé, on va dire, le financement d'un certain nombre de projets pilotes, parce que bien sûr, au départ, ça coûte quand même pas mal d'argent. Je pense à un projet pilote aussi extrêmement intéressant qui utilise l'énergie thermique des mers, c'est-à-dire la différence entre la température des eaux de surface quand elle est très chaude et la température des eaux profondes. Ça, par exemple, à La Réunion, c'est en phase expérimentale, ça devrait assez bien marcher. On a des eaux profondes très froides, on a des eaux superficielles très chaudes, et avec ça, on fait de l'énergie. Et La Réunion a pour objectif d'être indépendante énergétiquement, alors à l'horizon 2050, mais quand même, c'est quand même un projet extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait citer encore comme chose? Alors des choses j'ai failli dire plus rock'n'roll, peut-être plus extraordinaire. Est-ce qu'on peut inventer, qu'est-ce que ça va être que le navire du futur?
Qu'est-ce que ça va être que le port du futur? Avec des idées, par exemple, que un port, le problème d'un port aujourd'hui, c'est d'avoir une emprise territoriale extrêmement forte, hein, de geler des terrains, des espaces importants, d'être aussi en partie source de pollution. Donc, est-ce qu'on peut inventer des ports complètement offshore? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, on aura des structures qui seront montées en mer, alors dans des endroits plus ou moins abrités, dans lesquels les navires pourront venir décharger avec des systèmes ensuite de transfert par tuyaux, voilà, ou par navette sur le continent. Donc là, on est dans la prospective, mais en même temps, le Grenelle, c'était aussi ouvrir des portes, c'était aussi ouvrir les esprits et se dire on peut imaginer des choses. Pareil, les navires du futur. 90% de ce que vous avez chez vous et de ce que vous consommez, ça a pris le bateau à un moment ou à un autre. Un bateau aujourd'hui, un bateau de transport classique, c'est très émetteur de gaz à effet de serre, enfin relativement émetteur de gaz à effet de serre, c'est relativement polluant, c'est bruyant, donc ça dérange de manière importante la vie marine. Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer autre chose, de construire le bateau avec d'autres matériaux? On commence à voir arriver la fibre de lin, on commence à voir arriver des résines biosourcées, on commence à voir arriver des choses nouvelles. Donc là aussi, comment est-ce que un cluster, un groupe de réflexion peut se mettre au travail pour imaginer des solutions du futur, pour imaginer qu'on puisse mettre des cerfs-volants sur les bateaux de transport et qu'on économise 30 ou 40% du fuel du bateau. Donc, voilà, là aussi, on a quand même une certaine marche en avant, une certaine démarche en avant. Toutes ces actions, évidemment, elles ne peuvent pas toutes se faire dans les 3 mois ou dans les 6 mois. Il y a des moments où il faut une réflexion des parlementaires, où il faut des textes de loi, où il faut donc, c'est un peu lent à mettre dans la mécanique, mais en même temps, il y a un certain nombre de choses qu'on peut aussi acter beaucoup plus rapidement. Mais bon, aujourd'hui, s'il fallait faire une sorte de bilan 2 ans après, je dirais qu'on est quoi? On est sur, allez, à la louche, on a fait 10% du boulot, on en a 30 ou 40% sur le chantier, et puis on en a quand même aujourd'hui encore une bonne moitié qui traîne encore un peu dans les tiroirs et qui peine. Qui peine pourquoi? Parce que peut-être aussi on a un peu laissé retomber le soufflet et que quand on mobilise les acteurs de manière aussi forte, et c'est quand même la première fois que tous les gens du maritime se retrouvaient autour de la table. D'habitude, on est tous éclatés dans 32 ministères. Alors moi, je dépends de Jeunesse et Sport. Il y a ceux qui dépendent du tourisme, ceux qui dépendent de l'économie, ceux qui dépendent du ministère de l'Environnement, les militaires, voilà. Le Grenelle, ça avait quand même ça d'extraordinaire que tout le monde était ensemble, avec des fois des alliances, des discussions, des débats où des gens dont on pensait qu'ils n'avaient rien à voir se retrouvaient pour porter ensemble des propositions. Donc ça a vraiment eu cette force d'être un creuset de discussion autour de la mer. Quelle mer voulons-nous demain? Quelle mer voulons-nous en 2020, en 2050, en 2100? Comment est-ce que l'homme va s'y intégrer? Comment est-ce que l'homme va protéger l'océan qui lui est source de vie, et comment en même temps il va pouvoir y développer un certain nombre d'activités économiques. Donc le petit souci à mon sens, c'est qu'on a un peu laissé retomber le soufflet. Et que du coup, comme on l'a laissé retomber, petit à petit, il y a un certain nombre d'intérêts ou d'égoïsmes ou de lobbies qui ont refait surface et qui viennent maintenant un peu gripper, un peu parasiter cet élan originel. Et puis il y a eu une deuxième chose aussi qui, à mon sens, s'est produite, c'est que on a essayé ensuite de diffuser sur les territoires ce débat qui avait été national et forcément assez parisien, et y compris de le diffuser dans les territoires d'outre-mer. Donc il y a eu un certain nombre de Grenelles régionaux de la mer. Vous en avez peut-être vécu ici d'ailleurs, parce qu'il y en a eu à peu près partout sur le territoire, où on a essayé de mettre un peu ensemble les acteurs locaux et régionaux pour voir ce qu'ils en pensaient de tout ça. Donc ça a été bien, mais là aussi, il y a eu 1-2 réunions et puis ça s'est arrêté là et on est un peu passé à autre chose. Et c'est dommage parce que on aurait pu vraiment enclencher une mécanique au moment où tout le monde était dans le mouvement, où tout le monde était prêt à y aller. Donc aujourd'hui,
une des caractéristiques quand même, c'est que ces choses ont été posées. Le texte, il s'appelle engagement. Engagement, c'est un mot fort. Et ça permet quand même aujourd'hui de déterminer ce qu'on met sur le chantier à la lecture de ces engagements. Et dans notre petit jargon à nous, on appelle ça les choses qui vont être Grenello-compatibles ou pas Grenello-compatibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un projet d'aménagement, quand il y a un projet industriel, quand il y a un projet citoyen, un projet d'une collectivité, bah, on peut essayer de le regarder à la lumière de ce qui a été acté par l'ensemble de la communauté maritime pour voir si ça va dans le bon sens ou si ça ne va pas dans le bon sens. Donc c'est quand même un outil qui est relativement intéressant, dont chacun peut se saisir. Encore une fois, sur Internet, vous allez trouver tout ça, pour se dire, ben là, sur tel ou tel type de projet, on est vraiment dans une lignée où tout le monde a acté et tout le monde est sur cette tendance et sur cette voie-là. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est quand même assez intéressant. Moi, le seul petit regret aussi que j'ai, c'est qu'on n'ait pas continué, qu'on n'ait pas gardé cette structure. C'est vrai qu'il fallait un moment un petit peu choc pour que toutes les énergies se mettent en même temps. Je peux vous dire qu'on a travaillé facilement jusqu'à 4 heures du matin parce qu'on n'avait que 3 mois. Et en même temps, ça aurait été intéressant de garder cette structure et puis de pouvoir, tous les 6 mois, régulièrement, remettre les choses sur le métier, faire les bilans et surtout garder unie cette communauté maritime. Parce que je crois que s'il y a vraiment quelque chose qui a été important et qui est vraiment important pour nous tous, acteurs du milieu marin, c'est de savoir que c'est comme pour la planète. La mer ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants. Et donc nous avons la responsabilité de la garder vivante, de la garder en bon état, de la garder pour la génération future et en même temps de pouvoir en vivre.